dans les entreprises, tout le monde en parle, tout le monde dit qu'ils utilisent beaucoup ChatGPT. Après, souvent, ils l'utilisent moyennement. À ton avis, qu'est-ce que cette étude nous apprend et à quoi on pourrait tendre vers notre relation avec l'Internet? Souvent, on est un tout petit peu optimiste à court terme, donc les 25% à 2026, je ne suis pas sûr qu'on y arrivera. ChatGPT et les autres vont probablement aussi développer un modèle commercial de publicité et de marketing en ligne. Quand on dit open source, les apprentissages préalables qui sont faits avec toutes les données qu'ils reçoivent, ça, on n'a pas toutes les informations, c'est pas complètement documenté. Ne faisons pas les erreurs comme les Européens qui surrégulent avant d'avoir vraiment des problèmes et avoir des retours d'expérience. Donc, soyons pragmatiques comme on l'a souvent été en Suisse. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle interview Alpacity. J'ai le plaisir de recevoir Frédéric Matet, entrepreneur spécialiste dans les technologies digitales et l'intelligence artificielle. 2 ans après la sortie de ChatGPT, nous ferons le point sur l'adoption de l'IA dans les entreprises suisses, les bouleversements qu'elle engendre dans certains secteurs et le potentiel de cette révolution majeure. À travers son parcours riche et varié, Frédéric nous partagera ses projets et son éclairage sur les grands enjeux de l'ère numérique. Frédéric Matet, bonjour. Salut Delphine. C'est un plaisir de te recevoir sur la chaîne YouTube d'Alpacity. Pour commencer, est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu ton parcours et les moments clés qui t'ont amené à faire ce que tu fais aujourd'hui ? Oui, volontiers, parfait. Mon parcours, il est long parce que je commence à être âgé, donc on va rembobiner un petit peu le film et finalement on va pas redébuter à ma naissance, mais peut-être au point clé, peut-être premier point clé, ma formation qui est pas la première formation parce que j'ai une formation plutôt de terrain dans l'électronique, mais je suis ingénieur depuis 2002, je suis ingénieur informatique et télécommunications et c'est finalement là que tout a débuté au niveau de ma carrière et tout s'est enchaîné par différentes expériences dans le développement informatique dans différents sujets. 2005, j'entre comme responsable projet dans une société qui fait de la gestion électronique de documents. Petite société, j'aide à la développer, j'en prends la direction quelques années plus tard. 2010, ou en tout cas dans les années 2010, je fais un executive MBA où je rencontre un associé avec qui je vais démarrer pas mal de choses plus tard, qui est Alfredo Hoffman. Donc ça nous amène 2013 où on crée la première société qui s'appelle M&H Athlon Service Développement Informatique. Donc on fait du développement sur mesure dans cette société et assez rapidement 2014 connaissant assez bien le marché de la gestion électronique de documents qui était plutôt orienté pour les très grosses sociétés multinationales, grosses administrations, on décide de développer un nouveau produit en Suisse sur cette thématique-là, mais orienté PME, pour répondre à ce besoin en ayant finalement une solution qui était accessible aux PME. On développe ce produit et on le commercialise de manière indirecte avec des réseaux de partenaires, avec une offre SaaS à travers la Suisse, mais pas uniquement, dans une quinzaine de pays. 2020, on s'associe avec une troisième personne pour créer une nouvelle société. Il n'est pas actionnaire de notre groupe, mais co-actionnaire d'une nouvelle société qui fait du déploiement et de l'intégration de solutions informatiques, dont la solution de gestion électronique de documents Docseries qu'on a créée. Et 2022, on rachète une agence digitale qui s'appelle Emblématique pour pouvoir nous aider aussi à pousser, à accélérer la commercialisation de nos produits à travers Internet, mais également pour pouvoir s'intéresser à ce métier qui est le marketing digital et pouvoir aussi travailler sur ces sujets-là. Ce groupe-là, étant bien constitué, bien développé, aujourd'hui c'est une 50aine de personnes qui collaborent dans ces différentes sociétés. L'année dernière, je crée avec
avec une autre personne, un jeune qui sortait de l'université, Innovateam, qui est finalement une société spécialiste en intelligence artificielle, qui fait de la formation, mais pas que. Il y a également différents produits pour faire de la transcription de séances, pour faire du chatbot et faire différentes choses qui permettent finalement d'optimiser aussi certains processus administratifs. Donc voilà finalement ma carrière professionnelle. Comme on en a parlé avant, pas durant l'interview, mais avant, j'ai également eu une parenthèse ou en tout cas une ligne continue qui a accompagné ma carrière au niveau politique, en étant député au Grand Conseil, puis en étant également membre d'un exécutif communal. Donc pas mal de choses, beaucoup de diversité, mais c'est ça que j'aime et c'est ça qui me permet de me faire lever chaque matin. Un très très beau parcours et effectivement bien occupé. Avant de revenir sur tout plein de sujets, j'ai envie de te poser plein de questions. On fait un petit décryptage d'actualité. J'aurais voulu avoir ton avis sur 2 actualités. La première, alors je l'explique, donc selon une étude de Gartner, l'essor des assistants d'intelligence artificielle devrait réduire de 25% les recherches traditionnelles effectuées sur les moteurs de recherche comme Google ou autres d'ici 2026. À ton avis, qu'est-ce que cette étude nous apprend et à quoi on pourrait tendre vers notre relation avec l'Internet ? Ouais, je pense qu'effectivement cette étude est intéressante. Souvent, on est un tout petit peu optimiste à court terme, donc les 25% à 2026, je suis pas sûr qu'on y arrivera. Ce que je suis sûr, c'est que la manière de rechercher va fondamentalement changer, peut-être plutôt 2027-2028, et on le voit déjà aujourd'hui, en tout cas certaines personnes de la jeune génération ne recherchent plus à travers des moteurs traditionnels type Google, mais recherchent directement à travers des systèmes d'intelligence artificielle tout public type ChatGPT, mais pas uniquement celui-ci d'outils, mais type ChatGPT, pour avoir finalement une question en langage naturel et une réponse en langage naturel. Derrière ça va amener pas mal de challenges, parce que finalement les sites internet et ceux qui veulent mettre en place du marketing pour leur société, pour apparaître tout en haut de Google par exemple, auront d'autres challenges pour pouvoir apparaître le mieux possible dans ces moteurs de recherche LLM, puis finalement ils voudront être référencés. Donc là aussi, ChatGPT et les autres vont probablement aussi développer un modèle commercial de publicité et de marketing en ligne. Donc il y a je pense un vrai changement d'approche dans tout ce qui est la recherche, mais également dans tout ce qui est la monétisation de la recherche dans les prochaines années. On voit déjà des tendances, sauf erreur, j'ai lu une tendance sur la position de Google qui a perdu quelques pourcents, ils n'ont pas perdu énormément, mais quelques pourcents depuis 18 mois, et je pense que cette tendance va se renforcer au fil des années. De là à dire que pour l'année prochaine, ça va être très marqué, j'aurais plutôt une vision de dire à 3 ans qu'il y aura des vrais changements, et que le changement sera peut-être encore un petit peu réduit dans les 12 prochains mois. Est-ce que Google doit s'inquiéter selon toi ? Google doit s'inquiéter, mais ils ont probablement un trésor de guerre qui leur permet aussi de réagir. Je pense qu'ils n'ont pas pris tout à fait la mesure très vite du bouleversement qu'il y a eu il y a 2 ans avec l'arrivée de ChatGPT. Ils ont probablement voulu se dire qu'ils avaient une position de leader, puis qu'ils pouvaient voir venir, puis laisser un peu les choses faire. Ils ont essayé de réagir à 1 ou 2 reprises, mais on voit qu'ils sont plutôt suiveurs dans cette course au LLM, et je
ils ont un temps de retard, à mon sens, en tout cas vu de l'extérieur, j'ai l'impression qu'ils ont un temps de retard et ils devront vraiment réagir de manière importante. Après, est-ce qu'ils vont choisir de réagir en continuant d'investir dans leur technologie ou à un moment donné, est-ce qu'ils vont essayer de racheter, de faire un gros rachat? Après, ils sont quand même aussi un petit peu embêtés dans l'anticoncurrence parce qu'ils ont des positions extrêmement dominantes. Donc oui, ils ont du souci à se faire, et ils doivent trouver des solutions. Après, ils ont les moyens de les trouver normalement. Donc ils devraient en tout cas réagir et trouver la voie, mais on sait, tout va tellement vite, on sait pas vraiment ce que sera le paysage de la recherche et des géants de la technologie dans 3 ans, par exemple. C'est vrai que ça va vite. Et d'ailleurs, ChatGPT a aussi fait quelque chose, entre guillemets, d'extraordinaire. C'est la deuxième actualité. Donc, ChatGPT sauve une vie en détectant des symptômes précoces d'une crise cardiaque. Donc, c'est un utilisateur qui raconte cela sur Reddit. Et comment il a eu une conversation nocturne avec ChatGPT qui lui a littéralement sauvé la vie en lui détectant en fait une crise cardiaque et en lui disant maintenant tu vas directement à l'hôpital. Quand il est arrivé à l'hôpital, les médecins ont effectivement dit que il avait été pris à temps et à quelques heures d'intervalle, les conséquences auraient été plus graves. À quoi ça te fait penser? Est-ce que ces LLM pourraient être des compagnons qui nous permettraient de nous sauver en quelques ça pourrait être effectivement des compagnons. Probablement, ce qui est intéressant là-dessus, c'est finalement de voir cette utilisation où au lieu, on a quelque chose, on a mal à un endroit, ça peut être plus ou moins grave, là c'était un cas extrême, mais ça peut être plus ou moins grave, on peut avoir le réflexe, et des personnes ont le réflexe, moi-même j'ai aussi ce réflexe, de poser la question. Avant, peut-être qu'on cherchait sur Google, on devait passer des dizaines de pages pour trouver de l'information. Aujourd'hui, finalement, on va poser une question à notre agent, à notre compagnon, en guillemets, puis finalement, il va nous poser d'autres questions, on va dialoguer avec lui, puis finalement, il va à un moment donné nous dire ça peut être éventuellement ce genre de choses, puis ça nous permet d'aller voir un spécialiste. Bien sûr, il ne faut pas prendre les réponses comme argent comptant, il faut avoir un esprit critique aussi sur ce qui nous est retourné, mais c'est un exemple intéressant d'un cas qui a bien fonctionné, et peut-être qu'il faut aussi mettre en évidence les cas qui fonctionnent, l'aide que ça peut apporter, et pas seulement de l'optimisation opérationnelle dans les entreprises, ça peut être également des éléments qui ont lien avec la santé, avec le bien-être, avec plein de choses. Puis là, on voit que ça peut être aussi intéressant, ce type d'approche. Après, derrière ça, on peut aussi imaginer des choses dans les personnes qui sont esseulées, pouvoir dialoguer avec quelqu'un, parce que ça permet d'avoir un pseudo, j'utilise bien le mot pseudo lien social, en pouvant converser avec quelqu'un ou avec un agent si on a personne à côté de soi. Après, ça doit pas être la réponse à tout, parce que finalement, l'être humain reste un animal social qui a besoin d'interaction sociale. En tout cas, c'est ce que je me fais de l'humanité. Ça serait quand même triste de uniquement dialoguer avec des intelligences artificielles et plus dialoguer et rencontrer d'autres humains. Oui, je crois que ça pourrait avoir des effets très néfastes. Ouais. Il y a déjà eu des études là-dessus. Quel bilan tu fais après 2 années de démocratisation de l'IA? ChatGPT est sorti il y a à peu près 2 ans. Et surtout, par rapport à ton ressenti sur l'adoption dans le monde économique, plutôt dans les entreprises. Moi, je suis un fervent convaincu de ce type de technologie. Dans les entreprises, tout le monde en parle, tout le monde
dit qu'ils utilisent beaucoup ChatGPT. Après, souvent, ils l'utilisent moyennement. C'est-à-dire que finalement, ils vont poser des questions relativement basiques sans appliquer forcément les bonnes pratiques pour interroger de manière intelligente ChatGPT, pour pouvoir être sûr qu'il va délivrer une réponse qualitative. Finalement, peut-être qu'au bout d'un certain temps, certains en tout cas disent « Ah, ça répond pas bien, c'est pas adéquat, etc. » Mais souvent, c'est qu'ils en ont une utilisation qui est finalement pas adéquate et pas bonne. Et si on utilise de manière optimale, en séquençant bien les choses, en posant les bonnes questions, en se disant pas ce que je lui demande c'est un petit peu implicite donc il doit comprendre, etc. En face de nous on a malgré tout une technologie, donc on doit dire spécifiquement ce qu'on a besoin, on doit détailler les choses, on doit amener un maximum de contexte, et si on utilise bien, finalement on a des retours qui sont qualitatifs, et les entreprises qui utilisent bien, ils gagnent du temps, ils gagnent de l'efficacité, ils l'utilisent par exemple comme assistant, je dis bien comme assistant, et pas aujourd'hui, ça ne remplace pas complètement l'être humain sur l'ensemble des tâches, mais ça peut rendre des très très bons services comme assistant en marketing, si on veut faire de la publication sur les réseaux sociaux, si on veut faire du contenu web bien référencé sur un moteur de recherche, toutes ces choses-là, il le fait extrêmement bien et de manière très précise. Si on veut aussi nous aider dans la rédaction de courriers, de lettres, de rapports, si on veut nous aider dans la rédaction de directives, de règlements du personnel, dans le cadre des ressources humaines, on a de multiples cas d'utilisation qui permettent de gagner un temps extrêmement précieux, pour autant qu'on l'utilise bien et qu'on l'utilise de manière responsable, en sachant que finalement on ne peut pas lui donner n'importe quoi, on doit savoir quand on transmet les données, où elles seront traitées. Est-ce qu'elles seront traitées en Suisse? Est-ce qu'elles seront traitées aux États-Unis? Est-ce qu'on a le droit de transmettre des données qui ne nous appartiennent pas, etc. Donc il y a une multitude de sujets qui doivent être traités, mais si on cadre correctement les choses, finalement on pourra gagner un temps extrêmement important en utilisant correctement ces différents outils. Et les entreprises l'ont bien compris, et pas mal d'entreprises font ce pas-là. Celles qui mettent des formations en place, de l'accompagnement en place, gagnent beaucoup de temps. Celles qui laissent les personnes utiliser de manière un petit peu anarchique, là, c'est moins évident qu'elles vont gagner du temps, et peut-être que les gens vont utiliser, vont abandonner, etc. Et là, comme tout projet, comme toute introduction de technologie, il faut bien cadrer les choses, et si on cadre bien les choses, on va gagner un temps énorme dans les entreprises. Tu le disais tout à l'heure, pardon, tu as créé Innovateam en 2023, donc c'est assez récent. Vous proposez ce type de service basé sur l'intelligence artificielle générative, si on peut l'appeler comme ça, ou peut-être un peu plus large. Donc cette société qui a été créée avec Noël Giguéron, qui est mon associé, qui dirige lui-même cette société. Moi, je suis plutôt investisseur sur cette société-là, mais en l'occurrence, cette société, elle, fait de l'intelligence artificielle générative. Elle fait pas d'autres sujets comme le computer vision, le machine learning ou autre. Elle est spécialisée dans le génératif. Et en l'occurrence, elle fait des formations, donc elle accompagne des entreprises sur ces différents sujets, sur ChatGPT, mais aussi sur d'autres. Il n'y a pas que ChatGPT dans la vie de l'intelligence artificielle générative. Donc, elle fait des formations, elle accompagne les entreprises dans ce domaine-là, et elle a développé également trois produits qui sont aussi de l'IA générative, pour pouvoir finalement enregistrer une séance, typiquement une séance de conseil d'administration, ou bien une séance de direction, un brainstorming, etc. Puis retranscrire le tout pour avoir finalement un PV, ou avoir une note de réflexion, etc., selon une sémantique définie. Donc il y a plein de paramètres possibles. Donc ça, c'est un des éléments. Ils font également du chatbot privé, comme ChatGPT, mais en s'appuyant sur des produits libres qui sont verrouillés, qui sont hébergés en Suisse dans des data centers sécurisés, qui respectent les normes de sécurité, où on est sûr que si on transmet une donnée, qu'elle ne va pas partir à l'extérieur
de son infrastructure, etc., etc. Donc, et en plus de ça, ces chatbots sont nourris avec des documents d'entreprise ou avec des connaissances d'entreprise. Donc, on va pouvoir restreindre la connaissance, mais être très précis sur des réponses à apporter. Et finalement, ils ont également, avec Innovateam, on a développé une solution pour les ressources humaines et les processus de recrutement de collaborateurs. Donc, c'est finalement formation et ces parties logicielles qui sont mis en avant. Ah, mais j'aimerais bien rebondir sur la partie ressources humaines. Je ne sais plus qui me racontait ça, mais une personne qui travaille dans ce domaine-là et qui expliquait qu'ils reçoivent des CV absolument parfaits, des lettres absolument parfaites, et que finalement, ça avait aussi changé la manière dont ils traitaient l'ensemble des postulations. Qu'est-ce qu'il en est Ouais, c'est un métier, je pense, qui va aussi beaucoup changer à l'avenir. Moi, je pense pour le bien, j'expliquerai pourquoi pour le bien, mais en l'occurrence, les candidats utilisent l'intelligence artificielle, donc ils font ce qu'ils doivent faire, c'est-à-dire ils ont une description de poste, ils ont un nom d'entreprise, ils vont récupérer les datas, toutes les datas possibles sur Internet, ils mettent ça dans de l'IA, puis ils demandent de constituer un bon dossier, c'est-à-dire non seulement un CV, peut-être une lettre de motivation, mais également un descriptif de tous les projets réalisés en ayant un angle sur l'entreprise cible. Et autant dire que si on automatise un petit peu ça, on va pouvoir faire des dizaines de postulations par jour qui sont hyper précises et hyper contextualisées sur l'entreprise cible. Dès lors, quand on est recruteur, on reçoit des dossiers qui sont excellents. On ne sait pas si le candidat il est bon ou pas. Et peut-être que le bon candidat, il aura un dossier qui n'est pas fait par l'IA et qui sera moins bon. Donc, premier élément de réflexion là derrière. Et dès lors, comment pallier ce type de choses ? Bien évidemment, on peut faire une première analyse du dossier avec de l'IA, mais s'il est bon le dossier, il restera quand même bon. Et on sait qu'on arrive assez mal détecter si le dossier a été fait par l'IA ou pas. Donc globalement, il sera bien noté. Donc l'enjeu qui va se faire quand on a 50, 100, 200, 300 dossiers qui peuvent arriver, c'est finalement comment faire une première préanalyse de manière correcte. Et la possibilité qui est offerte à travers ces logiciels et Innovateam a réfléchi sur ces sujets-là, c'est finalement de pouvoir initier un dialogue entre le candidat et finalement un agent conversationnel. Et dès lors, ils vont dialoguer ensemble pendant quelques minutes. Ça va pas être un entretien d'une heure de temps, ça va être 5 minutes. Puis il y aura un dialogue qui sera fait en fonction de la description de poste du dossier pour pouvoir vraiment challenger la personne, puis avoir les bonnes réponses. Et ça permettra de faire finalement une notation, puis ça aidera la personne aux ressources humaines de se dire je veux plutôt cette personne ou cette personne ou cette personne. Il y aura des beaux diagrammes qui permettront de définir ses compétences clés dans le dialogue et autres. Ça permet également d'éviter un élément qui est visible de tout temps. Moi, j'ai recruté aussi pas mal de personnes dans ma vie. On sait très bien, et si on est honnête avec soi-même, qu'en fonction de l'heure de la journée où on lit le dossier, en fonction du téléphone qu'on a eu avant, en fonction peut-être de la météo ou même si on a eu un problème familial ou pas, etc., on va pas juger de la même manière un dossier. Un algorithme, il juge quand même plutôt relativement correctement et toujours la même chose, un dossier, peu importe l'heure, peu importe plein de choses. Il n'y a pas d'éléments extérieurs qui vont introduire des biais. Et dès lors, ça permet effectivement, à mon sens, d'avoir un match parfait entre un candidat et un poste. Et finalement, ça permet de ne pas avoir de frustration, parce que même un candidat qui va dans un poste où il n'est pas bon, à un moment donné, il ne sera pas bien, il ne sera pas heureux, etc. Puis l'entreprise qui recrute un mauvais candidat, ce n'est pas top non plus. Ceci étant dit, là, on n'arrive que sur le premier processus. Il y aura des suggestions
au spécialiste du recrutement qui, lui, pourra prendre les personnes qu'il souhaite et exercer son vrai métier qui est finalement de recevoir des personnes, discuter avec ces vraies personnes et voir s'ils sont en adéquation non seulement avec le poste mais aussi avec la culture d'entreprise et s'il y a effectivement un chemin à construire entre le candidat et l'entreprise pour la suite. Donc je pense que cet élément-là change le métier des ressources humaines, mais apporte une vraie plus-value non seulement pour la personne qui postule, qui va finalement trouver son bonheur, mais également l'entreprise qui va trouver son bonheur avec le candidat, puis où on recrutera pas, où on recevra pas uniquement les meilleurs dossiers qui sont pas forcément les meilleurs candidats ou les candidats les plus adaptés. C'est intéressant ce que tu dis sur la captation de l'information, c'est-à-dire que dans cet agent conversationnel, cet agent IA conversationnel que vous aurez programmé pour pouvoir avoir un premier filtre des candidats. Donc, c'est-à-dire que vous allez récolter de l'information à travers une discussion que l'agent IA aurait avec le candidat. Oui, tout à fait. Donc ça, c'est quand même un changement qui est majeur dans la relation entre l'humain et la machine. Et je crois que ça marche plutôt bien. Il y a eu des tests sur des prises en charge au niveau de la santé des médecins par une IA qui avait été validée comme quoi les patients préféraient discuter avec l'IA qu'avec le médecin. On va dans ce monde de la relation, dans le dialogue et la conversation pour attraper de la donnée. Oui, c'est, je pense, effectivement, un des éléments aussi, c'est que aujourd'hui, les interfaces homme-machine, ils vont changer et ça sera effectivement beaucoup du vocal parce qu'on aura une discussion qui est de plus en plus fluide, des voix qui sont quand même des voix humaines. Aujourd'hui, on peut modéliser sa propre voix sans aucun problème et on peut pas détecter si c'est pas moi ou pas qui parle. Donc globalement, aujourd'hui, on n'a plus l'impression de parler à un robot, on a l'impression de parler à un humain. Il y a plus de temps mort, il y a plus toutes ces choses-là, il y a pas je ne peux pas vous répondre, je suis un robot, etc. Donc globalement, aujourd'hui, on arrive quand même à des choses qui sont vraiment, l'expérience utilisateur est vraiment très bonne. Donc je pense que c'est une vraie avancée là-dessus, tout en marquant quand même certaines limites où ça remplace pas l'interaction avec une vraie personne humaine en face et il faut conserver cette partie-là, mais je dirais la conserver où on développe le plus de valeur ajoutée, puis sur des tâches un peu plus mécaniques ou je dirais de pré-filtrage ou de pré-entrée où on peut vraiment être dispo 24/24, jamais fatigué, toujours de bonne humeur, toujours avoir les mêmes réponses, pas s'énerver face, typiquement si on prend un service client, pas s'énerver face à un client qui ne comprend pas trop ce qu'on lui dit, etc. Et là-dessus, je pense qu'on arrive à amener de la vraie valeur ajoutée. Ouais, c'est fou. J'ai testé la dernière mise à jour justement de ChatGPT au niveau de la conversation et j'étais très surprise par ce fait qu'on n'avait plus à parler chacun son tour, qu'il commençait à y avoir de l'overlap et ça donnait vraiment l'effet d'une conversation naturelle. Ceux qui ne l'ont pas essayé, il faut vraiment le faire. Et ce qui est incroyable, c'est qu'on peut lui demander, par exemple, on peut lui demander de parler une langue, donc on va pouvoir apprendre une langue à l'aide de ChatGPT qui va nous répondre, qui va reformuler. On peut lui demander d'avoir un accent, donc on peut lui dire tu parles l'anglais de cet endroit-là, etc. Et c'est assez incroyable et ça permet d'imaginer plein de nouvelles expériences et c'est quand même assez sympa d'essayer ça, de travailler là-dessus, puis ça peut ouvrir des nouvelles idées de développement là-dessus. Ouais, clairement. Je conseille vraiment à tout le monde de jouer avec ChatGPT. C'est 20 francs par mois, mais vraiment ça ouvre des champs, des possibles qui sont assez incroyables, je trouve. Oui, moi je suis assez convaincu de ceci et je pense que derrière, il faut conserver son esprit critique, il faut essayer beaucoup de choses. On trouve de multiples tutoriels sur Internet. On va pouvoir savoir comment interagir, comment poser les bonnes questions, comment bien structurer les demandes, comment vérifier les sources, etc. Parce qu'il faut aussi faire attention. Si on pose pas les
les questions de manière adéquate, on pourra avoir des choses qui sont pas tout à fait... que tu as inventées. Ouais, qui sont plus ou moins inventées, bien qu'on en ait de moins en moins. Mais on peut lui demander de citer les sources, il va définir les sources, puis en vérifiant, en croisant de l'information, on va pouvoir se forger une bonne opinion, puis avoir une réponse adéquate. Mais c'est la même chose quand on lit un article, on va lire un premier article à un endroit, un deuxième à un autre endroit, un troisième à un autre endroit, puis après on va former son opinion. On va pas prendre pour argent comptant un article d'un journaliste. On sait, l'intelligence artificielle, on dit, elle est teintée, elle a des biais, etc. Mais l'être humain, il est bourré de biais. Si on demande une information à une personne, on aura un bout d'information. Si on demande des éléments géopolitiques à une personne d'un endroit sur le globe, il donnera une information. On demande de l'autre endroit sur le globe, on aura une autre information. Et après, à nous de nous former notre opinion, à nous de challenger. Et c'est la même chose dans l'intelligence artificielle. Quand on demande des informations, il faut garder son esprit critique. Ah ouais, complètement. Ça n'efface rien. Dans l'intelligence artificielle générative, on parle beaucoup de ChatGPT parce que c'est le grand public qui a pu tester ça, mais il y a beaucoup d'autres large language models. Au niveau de vous, la manière dont vous travaillez avec les entreprises, quelle est la diversité de ces LLM, comment vous les sélectionnez? Et puis ça m'amène aussi à cette question de LLM qu'on appelle open source. Quelle est un peu ta vision là-dessus et qu'est-ce que vous faites sur le terrain? Nous, à travers toutes les entreprises que j'ai, pas uniquement Innovateam, mais aussi Doxeris, Athlon, etc., on va travailler avec des LLM. Plutôt, notre approche, c'est de travailler avec des solutions qu'on va pouvoir déployer sur des serveurs, que ce soit des serveurs clients directement sur leur propre infrastructure, pour autant qu'ils aient les bons processeurs, les bonnes puissances de calcul. Ça peut être aussi sur de l'infrastructure louée en Suisse, par exemple Infomaniac ou d'autres. Et là, on va prendre des LLM qui sont libres d'accès, comme par exemple Mistral, solution française, Llama, solution qui a été développée par Meta, mais qui a été mis quand même sur le marché libre, où on peut en tout cas prendre le LLM et l'utiliser et faire un certain nombre d'actions dessus. On peut les cloisonner et les sécuriser, et finalement les clients peuvent alimenter soit avec du pré-traitement, soit en faisant du tuning sur ces modèles-là, avec des données qui leur sont propres, et on va pouvoir sécuriser le tout sans devoir transmettre des informations à un tiers. Donc on travaillera plutôt avec ce type de modèles qui sont finalement en libre accès. Après, les apprentissages préalables, quand on dit open source, les apprentissages préalables qui sont faits avec toutes les données qu'ils reçoivent, ça, on n'a pas toutes les informations, c'est pas complètement documenté. Donc là, on peut se dire, c'est plus ou moins open source, c'est pas complètement transparent sur la manière dont ils sont alimentés derrière. Donc voilà, mais on travaille plutôt avec ce type de modèle. Ça ne veut pas dire qu'on s'interdit absolument de travailler avec des moteurs comme GPT-4, qui est le moteur de ChatGPT, OpenAI là derrière, ou des moteurs comme Claude d'Anthropic, ou d'autres qui existent et qui sont des moteurs commerciaux. Mais généralement, dans notre approche auprès des entreprises suisses qui veulent des choses qui sont bien cloisonnées, avoir une certaine sécurité, on va plutôt proposer des systèmes qui sont complètement étanches, installés soit sur leur propre infrastructure, soit sur une infrastructure louée en Suisse et verrouillée, où ils peuvent avoir le contrôle complet du système. Est-ce qu'il y a des questions de performance quand même par rapport à différents LLM et aussi sur les machines dont ces moteurs tournent? On parle beaucoup de pénurie de GPU. Quels sont un petit peu les impacts et réellement les différences de performance d'une solution à une autre? Il y a bien sûr, en force brute, il y a toujours des différences, et on peut prendre le plus gros modèle, puis il sera plus performant, mais bien derrière ça, il consommera plus d'énergie, il faudra plus de puissance processeur, etc., etc. Et la question qu'il faut plutôt se poser, c'est
quel est le cas d'utilisation qu'on a, et finalement, dans le cas d'utilisation qu'on a, est-ce qu'il est nécessaire d'avoir le plus gros modèle pour faire ce qu'on a besoin de faire? Si on a besoin de faire quelque chose qui est simple, probablement qu'il vaut mieux avoir un modèle qui est un peu plus petit, un peu plus spécialisé, qui va tourner sur une infrastructure un petit peu plus modeste. Il faudra quand même une infrastructure solide, mais un petit peu plus modeste. Mais il n'y a pas forcément besoin d'un énorme modèle pour chaque chose qu'on va faire. Et je pense que c'est un vrai enjeu dans les prochaines années qu'on devra se poser, c'est que finalement, c'est pas tant la course au plus gros modèle qu'on doit avoir, mais finalement, on devra avoir des plus petits modèles qui sont spécialisés dans des domaines pour traduire, pour transcrire, pour générer du texte, etc., etc. Puis il y a des techniques qui permettent également de prendre des plus petits modèles. Finalement, si on veut faire de la recherche d'informations sur les documents internes d'une entreprise ou si on veut générer une réponse à travers un chatbot sur une FAQ d'une entreprise, on va faire des pré-traitements en amont, c'est-à-dire qu'on va prendre ces données-là, qu'on va les découper, les mettre dans une base de données spécifique, vectorielle, etc., qu'on va faire une recherche préalable pour amener du contexte qui est du contexte de notre entreprise, puis après le LLM va se charger finalement de générer uniquement la belle réponse avec les mots, avec toutes ces choses qui sont adaptées dans la bonne langue, mais on n'a pas besoin forcément d'avoir un énorme modèle, le plus gros, le plus puissant pour pouvoir faire ce genre de choses. Donc ça, je pense que c'est un des enjeux pour pouvoir éviter d'avoir toujours cette course au plus puissant. Bien évidemment, pour un outil tout public qu'on veut utiliser sur plein de cas d'usage, comme on le fait avec ChatGPT, le modèle, plus il est grand, plus on est content, plus il répond vite, plus on est content. Si c'est aussi du traitement en back-office qui ne doit pas être fait à la milliseconde près derrière, on n'a pas besoin on peut attendre 15, 20, 30 secondes sur certains traitements. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Donc il faut utiliser finalement les puissances et les modèles adaptés à nos cas d'usage. Mais oui, aujourd'hui, c'est malgré tout la course à la puissance, à la GPU, comme tu l'as dit, et on voit Nvidia qui surperforme en bourse et dans ses résultats, parce qu'ils ont la GPU qui est en vogue et finalement c'est eux les maîtres du monde, ce qui n'était pas forcément le cas il y a 3 ans en arrière. Non, ouais, c'était un vrai pari. Il y a de la chance, mais il y a aussi un vrai pari sur l'avenir qu'ils ont eu. Je pensais aussi au problème d'instabilité je reprends ChatGPT, mais pour l'utiliser, on va dire, comme un jouet, parfois, il s'arrête, il est plus disponible, il répond mal. Et du coup, je me suis posé cette question dans le milieu de l'entreprise. On ne peut pas se permettre d'avoir un outil qui fonctionne mal, qui est instable. Un jour, il est performant, l'autre jour, il l'est un peu moins parce qu'il y a une mise à jour où je ne sais pas ce qui se passe exactement. Est-ce que ça aussi, cette instabilité, ça fait partie du quotidien des développements de ces outils? Non, parce que si on prend justement ces moteurs, qu'on les met sur une infrastructure d'une entreprise ou dans des serveurs qu'on joue sur le cloud, en l'occurrence, on va pouvoir mettre un certain nombre de parallélismes, mettre des systèmes de tolérance aux pannes et toutes ces choses-là, comme on sait le faire depuis des années sur de l'informatique traditionnelle. Donc ces choses-là, on peut également les mettre en place sans problème. Tu es aussi vice-président de AI Suisse. D'ailleurs, c'est par l'intermédiaire de Stéphane que l'on s'est rencontrés. Pourquoi tu as rejoint l'association et quelles sont les activités qui te semblent importantes pour le tissu économique ? Ouais, j'ai rencontré Stéphane il y a plus d'une année et demie en tout cas, et effectivement il m'a invité à rejoindre l'association. Pour moi c'est important, en tout cas dans la vision qu'on a de démocratiser l'intelligence artificielle, d'en parler, mais également d'avoir une vision qui est plutôt libérale et qui va montrer les bienfaits aussi de l'intelligence artificielle, parce que les éléments de
biais, les éléments de critique, etc. On en entend parler tous les jours dans la presse. Et nous, on essaye plutôt de dire, ok, mais prenons un peu de recul et regardons les avantages que ça peut amener à la société dans son ensemble. Et c'est ça qui m'a plu dans cette approche. Et moi, finalement, je me concentre avec lui pour justement faire passer ce mot, mais également avoir les contacts avec Économie Suisse. On discute de manière régulière avec Économie Suisse sur le sujet, mais également on a des contacts au niveau politique, que ce soit cantonal ou fédéral, aussi pour expliquer et pour éviter qu'on régule par la peur, parce que ça a généré une fausse image ou ça a généré une fake news. Il n'y a pas besoin d'IA pour générer des fake news. L'être humain est tout à fait capable d'en générer lui-même. Donc, finalement, c'est d'expliquer aussi ces choses-là au monde politique afin que les conditions cadres pour les entreprises soient maintenues. La Suisse a un vrai rôle à jouer dans l'intelligence artificielle, j'en suis persuadé. Et par contre, il ne faut pas surréglementer, il faut accompagner les choses, mettre en place les bonnes conditions cadres, expliquer. Puis la Suisse pourra être un acteur majeur de l'intelligence artificielle. Ne faisons pas les erreurs comme les Européens, en tout cas ça n'engage que moi à ce propos-là, mais ne faisons pas les erreurs comme les Européens qui surrégulent avant d'avoir vraiment des problèmes et avoir des retours d'expérience. Donc soyons pragmatiques comme on l'a souvent été en Suisse. Régulons, si on doit réguler, il faut réguler en termes généraux et jamais sur une technologie en particulier. Donc généralement, on le fait assez bien, ça, en Suisse. Et arrêtons de vouloir mettre des processus administratifs comme en Europe avec un bureau qui va contrôler, qui va faire ça. Donc ça veut dire que si on fait des avancées un peu sensibles dans ce domaine-là, il faudra des mois et des mois pour pouvoir faire valider un certain nombre de choses. Quand les Américains, par exemple, eux, ils vont pas s'embêter avec ce genre de choses, d'autant plus demain qu'aujourd'hui, tout va être fluide et ils pourront avancer de manière rapide. Donc je pense que la Suisse doit aussi réfléchir à ça pour pouvoir accompagner les entreprises qui innovent dans ces sujets-là. Qu'est-ce que tu observes comme ambiance justement sur ces questions-là chez Économie Suisse ou d'autres acteurs Est-ce qu'on est plutôt vers ton discours de moins de régulation, un peu plus de liberté dans le sens d'entreprendre et de pouvoir tester ou est-ce qu'on est plutôt du côté de la démarche européenne? Finalement, dans le milieu des entreprises et d'économie suisse ou autre, on est quand même plutôt dans une démarche libérale. Oui. Donc finalement, j'ai tendance à dire que les gens pensent comme moi. Moi, je suis un libéral convaincu, donc ils pensent plus ou moins comme moi. Mais après, quand on monte quand même dans les échelons politiques, souvent par méconnaissance du dossier, ils se disent que faut protéger la population. Et c'est probablement pas tout à fait le bon réflexe. Il faut informer la population, il faut communiquer, il faut expliquer, il faut sensibiliser. Toutes ces choses-là, je suis tout à fait d'accord, mais il faut pas mettre un cadre qui est trop contraignant, qui va ne pas permettre de développer des innovations. On a des superbes écoles, les PFL, les TH, d'autres qui ont des capacités d'innovation, qui peuvent faire plein de choses. Et si derrière, on met un cadre réglementaire beaucoup trop strict, ça veut dire que s'ils innovent, ils vont lancer leur start-up peut-être en Suisse, puis dès qu'ils vont devoir aller sur le marché pour des questions de simplicité, si on régule beaucoup trop, ils partiront aux États-Unis pour pouvoir développer de manière libre. Donc attention à cette surrégulation et soyons raisonnables. On a une culture d'innovation et je pense qu'on doit
on doit veiller à ça, mais j'ai confiance en la Suisse et au système politique suisse pour ne pas prendre des décisions rapides qui seraient pas forcément adaptées à moyen et long terme. Je sais plus qui disait qu'on payait la R&D des États-Unis. Je trouvais ça rigolo. Ça m'amène à la question de la formation. Je sais que c'est quelque chose qui te tient à cœur. Comment on forme les individus, comment on forme aussi les gens dans l'entreprise pour en fait être dans le train de ce mouvement de l'intelligence artificielle et de toute la numérisation globale. Ouais, la formation, c'est finalement le point central de tout. La formation et l'éducation, prenons l'élément beaucoup plus large que uniquement le terme formation. Une société, de manière générale, elle doit être formée, elle doit être éduquée, elle doit réfléchir, elle doit avoir les bons mécanismes. On sait que les politiques de formation et d'éducation, c'est des politiques à moyen, long terme. On change quelque chose aujourd'hui, il faut un certain temps pour que la société évolue, se forme de manière différente. Donc, il faut prendre les choses, je dirais, à la base. Bien sûr, de manière générale, j'encourage toutes les personnes à se former sur ces technologies, à être curieux, à essayer. On risque pas grand-chose. Mettons peut-être pas des informations médicales ou des choses comme ça, mais c'est la même chose quand on communique sur les réseaux sociaux. Donc essayons, mais d'une manière plus générale, si on revient aux bases de la formation et de l'éducation et le système scolaire et toutes ces choses-là, je pense qu'on doit se poser un certain nombre de questions sur toujours pouvoir éveiller cet esprit d'essayer aux plus jeunes. Bien sûr, il faut les protéger en leur expliquant les limites de ces choses-là, comme les problèmes des réseaux sociaux, comme toutes ces choses-là. On doit leur expliquer, mais on doit les encourager aussi à tester, à essayer. On ne doit pas avoir des enseignants qui ont peur ou qui ont une méconnaissance totale de ces choses-là. Donc il y a un vrai challenge de ce côté-là. Et après, l'intelligence artificielle amène aussi des vraies opportunités, c'est-à-dire de repenser complètement le mécanisme de formation, y compris des jeunes, des adolescents. Je ne parlerai pas des tout petits parce que je pense que c'est important et c'est prouvé médicalement que c'est important la relation avec l'être humain et toutes ces choses-là. Mais au-delà de ça, quand on arrive à un certain âge, autour de, 8-10 ans, il est possible avec les technologies d'aujourd'hui de continuer d'avoir un enseignant qui va nouer des relations sociales avec les élèves, mais également d'avoir de la formation individualisée. Donc chaque enfant, jeune, mais on pourrait aussi dire adulte, pourrait avoir un assistant personnel qui lui correspond, qui connaît ses manières d'acquérir de la connaissance et de la compétence et qui pourra lui faciliter cette acquisition de compétences. C'est pas une nouveauté, ce genre de choses. Steve Jobs en parlait dans les années 2000, déjà de la formation individualisée qui permettrait à chacun de s'épanouir, chaque enfant de s'épanouir. Il y a des enfants qui ont plus de difficultés, qui vont plus vite, qui vont plus lentement, qui ont éventuellement quelques troubles. Tous ces éléments-là permettent de s'adapter à chaque enfant et amènent une vraie plus-value. Il faut pas en avoir peur, il faut pas mettre des freins partout, il faut plutôt utiliser cette opportunité pour aider la société à se développer, à acquérir des compétences et des connaissances, tout en sensibilisant sur certaines choses. Ouais, l'IA agirait comme un mentor envers ces jeunes. Moi, je suis assez persuadée aussi, il y a des études qui montraient que si un professeur était derrière chaque élève, en fait, le niveau exploserait vers le haut. Comment, si on pousse un peu cette idée, comment imaginerais-tu ce mentor? Est-ce que ce serait quelque chose d'étatique? Est-ce que ce serait qui pourrait, parce que c'est très intime quand même comme relation que tu pourrais avoir avec un individu, si on va dans quelques années, alors je te demande pas une réponse précise, mais peut-être les risques et puis sur quoi on devrait faire attention quand si on met en place ce type de projet qui semble sincèrement bénéfique pour les individus. Ces éléments-là,
ben, effectivement, il faut quand même... Là, je pense qu'il faut un petit peu de cadre hein, sur l'utilisation. On est quand même un petit peu obligé de mettre un certain cadre. Après, il faut probablement, dans une société, une démocratie qui est quand même relativement évoluée comme la nôtre en Suisse, on peut effectivement imaginer que l'État mette en place un certain nombre de choses derrière ça. Après, il faut que chaque individu soit aussi à l'aise, mais comme tu l'as dit, c'est pas si simple que ça, parce que c'est probablement des enfants qui sont pas majeurs, etc. Oui, bien sûr. Le rôle des parents aussi, peut-être. Derrière ça, il y aura un rôle des parents, effectivement, à faire, mais il y aura effectivement un vrai assistant qui permettra à l'enfant, devenant adolescent, devenant adulte, d'être accompagné avec un assistant, avec des échanges de données. Après, la question, c'est comment est stocker les données, qui peut les utiliser ou ne pas les utiliser, de quelle manière on y accède, de quelle manière on sécurise pour que l'État ne puisse pas accéder à toutes les informations, etc., etc. Aujourd'hui, il y a des technologies qui permettent de faire ce genre de choses avec des systèmes décentralisés, etc., qui permettraient vraiment de sécuriser ces choses-là. Donc, la technologie est en place, reste peut-être à mettre quelques règles, mais surtout à faire évoluer les mentalités. Je pense que c'est ça le plus compliqué. Vrai, t'as raison. Je pense que c'est pas un problème technologique, c'est plutôt un problème humain où tout le monde met tellement de barrières autour de soi que ça devient difficile d'avancer. On retrouve aussi ces barrières finalement dans des choses intimes comme la médecine, même si une IA ou un robot ou peu importe est meilleur qu'un humain en face, le corps médical ou même les individus diront qu'ils préfèrent peut-être avoir quelqu'un en face qui se trompe souvent, mais avoir un humain en face. Moi, j'ai un avis un petit peu différent derrière qui finalement, si la statistique me montre qu'une machine est meilleure, je préfère confier ma vie à une machine qu'à un humain. Donc voilà, mais ça touche vraiment l'intime, ce genre de choses. Et le problème, au-delà d'être régulatoire ou protection des données, c'est vraiment plutôt un problème de société et des limites qu'on se met. Finalement, testons et puis on ajustera au fur et à mesure. Ouais, moi je suis plutôt de cet avis-là, mais après, la société, en Suisse, je dirais que la société décidera à un moment donné parce que ils seront appelés à se prononcer sur le sujet, probablement. Je pose toujours 2 questions de fin. La première, c'est est-ce que tu pourrais nous recommander des sources d'informations qui t'inspirent, chaîne YouTube, podcast, un livre que tu aurais lu qui... J'arrête de dire qui a changé ta vie parce que j'ai plusieurs invités qui se sont mis la pression par rapport à ça, mais vraiment une lecture qui t'a marqué. Je vais chercher de l'information sur Internet, sur des podcasts, sur toutes ces choses-là. Je vais chercher des informations qui me sont utiles au quotidien, mais finalement qui vont pas changer ma manière de voir l'humanité ou de comprendre certaines choses. Finalement, j'ai la conviction que peu importe, c'est ma conviction, qui est le fait de lire va plutôt permettre d'amener un certain nombre de choses qui sont plus intéressantes que de voir de l'actualité. Donc bien sûr, je suis l'actualité au quotidien, toutes ces choses-là, mais ce qui change ma perception peut-être du monde et de la société, c'est plutôt la lecture. Je lis beaucoup, je sais pas, 30-40 livres par année, donc je lis pas mal. Je suis plutôt intéressé par les biographies, parce que je trouve assez intéressant de voir les chemins de vie de personnes. Je vais citer deux, trois livres qui sont assez intéressants, qui sont peut-être complètement différents. L'autobiographie d'Obama qui est assez intéressante, que je peux recommander parce que j'ai pas les mêmes idées politiques que lui, mais c'est quand même c'est une bête politique et c'est super intéressant. Je peux citer
la biographie d'Elon Musk, la dernière, écrite par Isaacson, qui est vraiment très très bien et qui est finalement, je pense, sans compromis, parce qu'Isaacson a la liberté de pouvoir écrire ce qu'il souhaite. Il a également fait une biographie que je viens de finir sur De Vinci, qui est aussi incroyable. Ouais, okay. Et finalement, on retrouve Musk, De Vinci, mais il est aussi fait pour Jobs, trois visionnaires incroyables. Et De Vinci avait 200 ans d'avance sur son temps dans ce qu'il a observé. Il n'a pas matérialisé par des formules et des calculs, mais plutôt par l'observation. C'est absolument incroyable ce qu'il a fait. Puis je finirai par un dernier livre qui est vraiment marquant et que je conseille à tout le monde de lire, La règle, pas de règle, du cofondateur de Netflix, qui a une vision libérale de l'entreprise qui est absolument incroyable. Ouais, c'est vrai, on en parle un peu moins de Netflix, mais ce qu'ils ont réussi à faire, c'est assez bluffant. Et c'est vrai qu'on devrait plus en parler. et ce qui est intéressant dans ce livre-là, c'est finalement la culture Netflix, qui est la culture finalement au niveau de... ils encouragent les personnes à prendre beaucoup de risques, donc ils peuvent engager à un certain niveau, s'ils sont cadres, etc., pas mal de liberté financière. Ils peuvent échouer une fois, pas deux, mais une fois ils peuvent échouer. Okay. Mais il y a cette culture de la liberté, de la prise de risque qui est absolument très très intéressante. Il y a certainement beaucoup de pression là derrière, mais c'est très très intéressant et je recommande vraiment ce livre. Ah, c'est génial, on les indiquera en description YouTube. Et puis enfin, est-ce que tu aurais une personne à nous recommander qu'on pourrait inviter sur la chaîne ? Là c'est plus compliqué. Non, vous avez déjà reçu pas mal de personnes que je connais. Vous allez en recevoir aussi des personnes. On ne dit pas tout, mais oui. que je connais et que j'aurais pu recommander. Je peux vous recommander peut-être une personne intéressante qui est mon associé chez Innovateam, qui est un jeune, il n'a pas 30 ans, il a une vision assez intéressante de l'intelligence artificielle par sa formation universitaire qui est liée aux sciences sociales. Donc certes, il est entrepreneur, mais il a fait sciences politiques et sciences sociales, en l'occurrence, donc il a un profil qui est assez intéressant. Donc je peux vous le recommander pour avoir une vision aussi intéressante de l'intelligence artificielle. Magnifique, c'est noté. Frédéric, merci infiniment. Merci à toi de m'avoir reçu. C'est toujours un plaisir de parler de ces sujets. Ça me passionne et j'adore partager ces sujets. On s'en lâche jamais. Je te souhaite une bonne journée et je te dis à tout bientôt. Merci, à bientôt.